Jusqu'où ira la Covid en RDC? Édition spéciale. Ce mardi 22 juin, après le journal de 19h, avec le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfou. Troisième vague, hôpitaux pleins, personnel impayé depuis 7 mois, riposte insuffisamment effective, vaccination, les statistiques sont-elles fiables? Les mesures du gouvernement sont-elles suffisantes? Cas positifs, malades et mortalité en hausse, que faire? Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Ce mardi, 19h30, édition spéciale, on parle Covid-19. Bonsoir à tous et merci d'être présents à cette édition spéciale. Aujourd'hui, c'est le début d'une série d'au moins 3 émissions pour parler de la troisième vague. On parle Covid-19, troisième vague et ses conséquences au niveau politique, au niveau médical, mais aussi au niveau technique. Alors aujourd'hui, premier invité, le professeur Muyembe. Nous l'avons rencontré alors qu'il sortait d'une hospitalisation pour Covid-19 à la clinique Montcollet. Comment l'a-t-il vécu? Comment vit-il en règle générale cette riposte à cette maladie qui tue de plus en plus? Il nous a tout dit. Demain, nous recevrons, mercredi 23 juin, le professeur Jean-Marie Kayembe. Lui, il est responsable de la prise en charge des malades Covid. Et avant la fin de la semaine, dernier invité de ces éditions spéciales Covid, nous recevrons le ministre de la Santé publique, mais aussi hygiène et prévoyance, le docteur Jean-Jacques Mbungani-Mbanda. Sans plus attendre, il revient de maladie, vous verrez qu'il est un peu affaibli, il a accepté de répondre à toutes nos questions. Je voudrais remercier le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum de nous avoir accordé un peu plus d'une demi-heure d'émission pour parler Covid et savoir exactement ce qui est fait en République démocratique du Congo pour contrer cette maladie qui a déjà, de par le monde, tué plus de 3 millions de personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que le professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum peut tomber malade du Covid? Ben écoute, le professeur Muyembe, c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Et la Covid ne choisit pas. Et donc la Covid est partout. Et si vous êtes exposé, c'est fini, vous n'êtes pas vacciné, vous pouvez développer donc la maladie. À ce propos, une question, c'est vous qui avez parlé du vaccin. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas vacciné alors que la vaccination est en cours en RDC depuis 3 mois? Je peux dire que c'est les risques que j'ai pris. En fait, j'ai fait deux programmations, planification pour recevoir le vaccin. Bon, la première fois j'ai fait et je devais donc recevoir le vaccin le lendemain. Et voilà, j'ai développé le palu. Donc j'avais de la fièvre. C'était donc contre-indiqué pour recevoir le vaccin. Et j'ai remis ça donc à une semaine plus tard. Et en remettant une semaine plus tard, et voilà, je fais, mais cette fois-ci, je présente vraiment les symptômes de la Covid. Et je fais les tests est positif. Et alors, je me rends chez le docteur Olen. On me fait le scanner. Et le scanner est fortement perturbé. Et alors, on me met en observation et nous avons donc décidé de nous rendre à Montcollet. Comment ça s'est passé? Eh bien là, je crois que ça a été une grande surprise pour moi. L'hospitalisation était parfaite, l'équipe était très professionnelle. L'équipe des infirmiers et tout ça, c'est vraiment du professionnalisme. J'étais plutôt émerveillé. Et tout s'est très bien passé. Bien sûr, j'ai eu un peu de problème parce que à cause de comorbidité que j'avais. Et à un moment donné, même l'électrolyte, mon immunogramme était tout à fait perturbé. Donc j'étais en hyponatrémie, donc les selles avaient
décès avait fortement diminué. Oui. Et là, bon, ils ont rééquilibré ça vite. En plus de ça, donc, les sucres commençaient donc à grimper. Et là aussi, ils ont tout fait. Et puis, ils ont corrigé les antihypertenseurs que j'avais, que je prenais auparavant. Et là aussi, ça a été vite corrigé. Ce qui fait qu'au lieu de 10 jours, j'ai passé 5 jours et puis je suis sorti de l'hôpital. On va dire, avec les comorbidités, avec l'âge, vous avez presque 80 ans, vous en êtes bien tiré, chose qui n'a pas été le cas pour d'autres, pour beaucoup d'autres. Alors maintenant, excusez-moi de vous embêter, nous sommes contents que vous soyez encore avec nous, et je voudrais avec vous parler de l'INRB. Première chose, vous êtes à Moncollet. Est-ce que Moncollet est un CTCO, un centre de traitement Covid officiellement affilié? Oui, Moncollet est un centre de traitement Covid certifié par l'INRB, par le secrétariat technique. Comptabilisé par l'INRB en ce qui concerne les décès et... Oui, c'est vraiment un centre accepté, homologué par l'INRB, par le secrétariat technique. Je crois que c'est quelque chose qui fonctionne. Mm-hmm. C'est un hôpital d'abord populaire, qui se trouve à peu près 1 kilomètre de chez moi. Donc pour moi les choix étaient clairs pour aller là-bas et j'ai trouvé une équipe de professionnels bien qualifiés qui ont les capacités donc de prendre en charge des cas de Covid quand même d'une certaine gravité dans laquelle je me trouvais. Pourquoi je vous pose la question? Pour les CTCO, on va y revenir. Pour le simple fait que le gouvernement a annoncé l'année dernière que le traitement des malades Covid était gratuit. De l'expérience personnelle et des témoignages nombreux que nous avons recueillis, on se rend bien compte que dans de nombreux centres Covid, certains peut-être ne payent pas, mais que pour de nombreux malades Covid, le traitement a un coût plus qu'exorbitant. Est-ce que se faire soigner du Covid en RDC, pour le commun des mortels et pour vous-même, cela coûte quelque chose aujourd'hui? Est-ce que le professeur Mouyembe, pour se faire soigner, a payé quelque chose? Bon, je pense que le problème, c'est pas un problème de coût. Comme vous le voyez, j'aurais pu aller en Afrique du Sud, aux frais de l'État. Ok? J'aurais pu aller en Europe aux frais de l'État. Parce que fonctionnaire. Parce que fonctionnaire ou fonctionnaire responsable de la lutte. Ma question que je pose, c'est par rapport au commun des mortels. Oui. De nombreux Congolais sont Covid. Oui. L'État a annoncé que le traitement était gratuit. Est-ce qu'il est réellement gratuit? Bon, écoutez, moi je suis parti à Moncollet. Moncollet, c'est un hôpital général situé dans une commune, disons, populaire. Ok? Bon, j'ai préféré aller là-bas. Et on m'a traité, on ne m'a pas demandé une caution au départ. On m'a donné les médicaments qu'il fallait, on m'a donné les traitements qu'il fallait. Et à la fin, bien sûr, je suis sorti. Bon, je ne sais pas, c'est mon chargé de communication qui a suivi les autres démarches de traitement, mais je pense qu'il n'a pas payé plus de $3 000. Il n'a pas payé plus de $3 000. Pour des soins que le gouvernement annonce gratuits. Bon, les soins gratuits veulent dire qu'il y a des médicaments. Il y a des médicaments qui sont gratuits, qui sont offerts donc par le gouvernement. Mais il y a d'autres services, vous voyez, il y a d'autres services qui demandent quand même
de soins spécialisés, si vous voulez, de prise en charge spécialisée, si vous voulez, et qui font qu'il y a quand même un coût. Pour des pathologies causées par le Covid. On rappelle que pas causées par le Covid, associées au Covid, et qui peuvent compliquer, n'est-ce pas, la Covid. Oui, mais quand du peu d'expérience qu'on a eue, on ne veut pas revenir sur le cas personnel, mais les médecins nous répètent, pour soigner le Covid, on soigne les conséquences du Covid. Une fois qu'on a soigné les conséquences du Covid et qu'on renforce le système immunitaire, ce Covid finit par disparaître et on guérit. Donc, quand le gouvernement annonce qu'il soigne le Covid, il soigne le Covid et les conséquences du Covid. Oui. Alors pourquoi est-ce que l'on peut se retrouver au risque pour beaucoup de ne pas être en mesure d'être soigné, pour ce que le gouvernement a annoncé comme gratuit, à payer des factures de milliers de dollars? Je pense qu'il faut voir un peu le fonctionnement d'un hôpital. Le fonctionnement d'un hôpital. Il ne suffit pas simplement d'avoir des médicaments, mais il faut encore prendre en charge tous les personnels qui va donc assurer ces traitements, etc. Il faut prendre en charge les infirmiers. Il y a donc beaucoup de coûts connexes, peut-être qui ne sont pas vraiment directement pris en charge par le gouvernement. Et je comprends. Par exemple, chez les privés, vous allez là-bas, on vous dit que c'est gratuit, mais vous donnez une caution et puis on vous facture après. Bon, ça c'est un problème que le gouvernement devrait donc voir avec les centres de prise en charge. Et je vous dis, si au début c'est 100 malades, ça va, mais si vous atteignez les 10 000 malades, 10 000 malades, vous allez faire comment? C'est ça. En parlant du nombre de malades, oui. Les cliniques universitaires, si mes chiffres sont bons, et je pense qu'ils sont bons, ont mis à disposition un peu moins d'une quarantaine de lits pour les Covid, urgence Covid. Ces lits sont pleins. Vous parliez d'autres CETECO, les lits sont quasiment pleins partout. L'hôpital du Cinquantenaire, qui a le meilleur plateau, n'est toujours pas utilisé. Vous savez me dire pourquoi? Bon, écoutez, nous avions déjà prévu ça. Nous avions dit que le troisième vague ici va être terrible, en nombre de cas et en sévérité de cas. Et nous avons vu ça. Nous avons vu que partout ailleurs, c'est plein. On m'a dit même qu'à J, ils ont même placé des tentes pour pouvoir accueillir les malades. Et au CMK, ils ont même réquisitionné d'autres endroits pour pouvoir traiter les malades. Et ça, ça, on était préparé à ça. On s'attendait à ces grands nombres de malades qui viennent pour Covid. Alors, votre question, c'est? On va jusqu'où? Résumé, Oui. Les hôpitaux sont pleins. Pourquoi ne pas ouvrir le plus grand plateau médical qui est l'hôpital du Cinquantenaire, qui aujourd'hui est à un statut plus ou moins particulier. Beaucoup de questions sont posées là-dessus. L'hôpital du Cinquantenaire est officiellement un hôpital officiel, mais c'est un hôpital qui s'est fait en collaboration avec une fondation internationale, donc qui a un caractère privé, qui attend que l'État paye les factures pour la précédente campagne, je pense, quelque chose comme ça, et qui donc aujourd'hui soigne les malades Covid comme un hôpital privé, alors qu'il y a urgence. Non, alors bon, il y a un malentendu. Un malentendu pour moi, en tout cas. Dès le départ, j'avais dit que cet hôpital soit dédié uniquement au cas de Covid-19. Parce qu'il a l'infrastructure qu'il faut. Il a de l'oxygène en permanence. Et donc, c'est l'endroit idéal pour la prise en charge de ces cas. Bon, mais malheureusement, il y a des problèmes administratifs, comme c'est privé, public, etc. Ça a créé une espèce de méfiance qui fait que cet hôpital
n'est pas utilisé à bon escient. C'est une perte pour vous, c'est un manquement grave. Ça doit changer. Bon, écoutez, nous, on commet beaucoup d'erreurs, n'est-ce pas, dans la gestion, n'est-ce pas, de cette pandémie. Hein? Vraiment, pour nous, il n'y a pas de temps à perdre. Hein? Si tous les hôpitaux là sont bondés, la seule solution, c'est d'utiliser cet hôpital cinquantenaire et vraiment les dédier au cas Covid sévère qu'on trouve ici à Kinshasa. Et pour moi, vraiment, on doit cesser cette histoire de transférer les autorités à l'étranger. Mon cas, en tout cas, c'est une preuve qu'on peut prendre en charge correctement les malades congolais et les guérir. D'autant plus que nous savons que la mortalité hospitalière est toujours beaucoup plus élevée en Afrique du Sud par rapport à notre mortalité hospitalière ici à Kinshasa. Parlons de cet écho. Oui. Parlons de la riposte. Oui. Je voudrais même plutôt qu'on parle de la riposte. Oui. Est-ce qu'on peut parler de riposte alors que les agents de la riposte ont 7 mois d'arriérés de salaire? Bon, écoutez, c'est un peu notre faiblesse en RDC, c'est de faire travailler les gens sans les payer, ou payer en retard, des choses comme ça. Qui doit demander, qui doit réclamer ce paiement? Comment est-ce qu'on peut expliquer, alors qu'on sait qu'il y a des urgences, alors qu'on sait que c'est la catastrophe, on s'en rend compte maintenant? Parce que beaucoup donnent l'impression, au niveau de l'État notamment, que ce n'est pas important. Or, des gens meurent tous les jours. Mais qu'est-ce qui est important? Moi, je pose la question, qu'est-ce qui est important au Congo? Qui doit faire en sorte que le gouvernement se penche là-dessus et commence à payer ceux qui soignent les autres? Vous avez été soigné du Covid, celui qui vous soigne prend des risques. Mais celui qui prend des risques pour vous soigner n'est pas payé. Ah oui. C'est ça que nous regrettons, nous tous. On fait les démarches pour que on régularise la situation des prestataires et qu'il n'y ait plus de retard. Mais c'est toujours la même chose. On vous donne 3 mois et puis on s'éteint et puis après, il y a d'autres urgences qui viennent s'ajouter, ce qui fait que vraiment c'est un problème. La riposte contre la Covid n'est pas une urgence? Mais pour moi, c'est la plus grande urgence. Pour ceux qui doivent payer l'argent, on vous dit quoi? C'est pas une urgence? C'est pas plus important qu'autre chose? Mais ça dépend de la compréhension de tout le monde. Vous voyez, pour nous, c'est une urgence. Il faut absolument motiver les gens et puis mettre le matériel, le dispositif nécessaire pour la lutte. Mais si ça doit passer par le ministère du Budget, ça passe par le ministère des Finances, ça passe par la Banque centrale, et puis, etc. Mais tout ça, ce sont des choses, enfin, dans un mécanisme, dans une administration qui fonctionne normalement, ça ne devrait pas être un problème. C'est simplement le ministre du budget donne l'ordre, et puis le finance, et puis ça passe. Vous êtes à la tête de cette riposte, vos agents sont impayés depuis 7 mois. Ah oui. Comment est-ce que vous gérez? Moi, je gère. Moi, je gère. C'est-à-dire qu'il faut toujours parler avec ces agents, avec les prestataires, leur parler, leur dire la patience, il faut patienter, les démarches sont en cours. Donc, faire des promesses. Mais il y a des limites. Vous n'avez pas encore atteint ces limites? Moi, je ne sais pas. Peut-être nous avons même dépassé ces limites. Certains disent l'INRB a d'autres sources de financement, peut-être la riposte a d'autres sources de financement international. Est-ce que c'est cette internationale qui vous permet de tenir, ou vous êtes vraiment asphyxié à la date d'aujourd'hui?
Non, mais écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Hein. L'INRB, en tant qu'Institut national de recherche biomédicale, a ses sources de financement, bien sûr. La riposte comme telle, les sources de financement pour les prestataires congolais, etc., les sources de financement, c'est l'État. Et pour l'équipement, par exemple les ambulances, le véhicule, etc., les sources de financement, c'est, d'une façon générale, c'est la Banque mondiale. Les fonds de la Banque mondiale, c'est géré directement par une institution qu'on appelle PDSS. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas les secrétariats techniques. Hein? Je ne vois même pas un franc, $1 de la Banque mondiale par lequel je signe. Qu'est-ce que gère la riposte? Qu'est-ce que gère le secrétariat technique? Qu'est-ce que gère la riposte? La riposte, il gère simplement le programme. Disons, par exemple, mettre en place un système de traitement, mettre en place un système de surveillance, mettre en place un système de prélèvement des échantillons, analyse des échantillons, etc. Et en termes financiers, parce que on va y arriver, on va en parler. Oui. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de gens qui disent non, pour parler d'Ingaleza, d'Undalabino, ou je ne sais pas comment dire, c'est votre source de revenus, vous êtes tous derrière là, à faire semblant qu'une maladie existe alors qu'elle n'existe pas pour vous faire de l'argent. Est-ce que vous recevez de l'argent du gouvernement, de qui que ce soit, que vous ayez à gérer? Et est-ce que, comme on le disait pour certaines ONG ou organisations internationales, vous avez tout intérêt à ce que cette situation soit annoncée comme s'exagérant pour continuer à recevoir des fonds, oui ou non? Quels sont les fonds dont vous disposez en tant que secrétariat technique, en tant que riposte? En tant que secrétariat technique, nous n'avons pas de fonds. Aucun? Même pas les salaires? Bon, c'est ça. C'est-à-dire que les fonds que nous recevons du gouvernement, c'est pour les salaires. Nous savons qu'à Moncole, on doit donner autant. Au clinique universitaire, on donne autant. À Vijana, on donne autant. À l'hôpital de l'amitié sino-congolaise, on donne autant. Et ainsi de suite. Donc, nous faisons un chèque. Par exemple, moi, je signe un chèque pour les cliniques universitaires. Je signe un chèque pour Vijana. Mais je ne prends pas l'argent comme ça en espèces pour donner aux cliniques universitaires, pour donner à Vijana, etc. Donc la riposte n'a aucun intérêt direct? Nous n'avons aucun intérêt direct. Les véhicules avec lesquels je circule, c'est les véhicules de l'INRB, véhicules de recherche de l'INRB. Je n'ai aucun véhicule de la riposte qui a été donné par la Banque mondiale ou bien par le gouvernement. Le Covid, c'est le test Covid, c'est le PCR Covid, c'est les 30 ou $45 selon. $30, c'est gratuit pour se faire tester, c'est gratuit, il faut bien le dire, mais pour les voyageurs, c'est $30 ou $45. Qu'est-ce que gagne dans tout cela l'INRB ou la riposte? Et est-ce que vous pensez que ça marche, notamment cette détection aux frontières, sachant que certains arrivent lundi, n'ont pas leurs résultats jeudi, peuvent rentrer samedi et entre-temps peuvent circuler comme ils veulent sans avoir été contrôlés, ou même s'ils sont contrôlés positifs, sans que la riposte ne les appelle jamais pour savoir, pour organiser le suivi directement de leur traitement ou des personnes contacts? Non, je dois dire que toute action humaine a des comment je peux dire, il y a des ratés, mais il y a beaucoup plus de réussites que de ratés. Ça, c'est un fait. Si nous n'avions pas fait ça, parce que nous devons dire que la Covid en RDC est venue par les voyageurs, est introduite par les voyageurs. Ce sont les voyageurs qui sont à la base de la pandémie en RDC. Si dès le départ on avait fermé les frontières, on n'aurait pas eu la situation que nous avons maintenant. Alors, et nous avons vu que
les voyageurs, jusqu'à présent, continuent à être une menace pour notre pays. Tout dernièrement, on a parlé même de 1000 cas positifs parmi les voyageurs qui entraient. Donc, si on n'avait pas détecté ces 1000 cas-là, ça allait être catastrophique. Mais vous les détectez, mais vous les laissez circuler. Quand on a... Bon. Quand on teste Oui, bon, écoutez, une fois qu'on a détecté les équipes d'intervention à partir de la commune où il a déclaré, donc le voyageur dit qu'il habite la Gombe, il sera pris en charge par la commune par les équipes de la Gombe. Bon, on limite quand même, au lieu de les laisser vraiment libres, on limite quand même de sorte que le taux de contamination ne sera pas aussi élevé que si on l'avait laissé librement comme ça. En principe, au départ, ce que nous avions fait, quand les voyageurs arrivaient comme ça, on les testait positifs, on les gardait, n'est-ce pas, à l'hôtel, dans un hôtel. Et vous avez vu vous-même comment les Congolais ont réagi. Partout ailleurs, vous allez au Rwanda, vous allez en Angola, quand vous venez, vous avez voyagé, vous venez, vous êtes positif, on vous met en quarantaine à l'hôtel, à vos frais. Vous payez et l'hôtel et la restauration, à vos frais. Mais ici, ce n'est pas le cas. Les gens ont protesté, on les a laissés. Et donc, c'est un mal nécessaire. Ça, c'est un mal nécessaire. On ne peut pas laisser ça comme ça. Oui. C'est un mal nécessaire. J'arrive de Bruxelles le 22. Oui. Et puis je suis testé positif et déclaré le lendemain. Oui. La riposte m'appelle le 17 juin. Presque 4 semaines après. Bon, ça c'est un cas, c'est malheureux, mais c'est un cas particulier. J'ai des amis européens qui arrivent, surtout au début, qui étaient surpris. Ils arrivent à l'aéroport, on lui fait les tests et le lendemain, il a les résultats sur son téléphone. Donc ça aussi, ce sont des cas, des exemples typiques pour montrer que ça marche. Mais est-ce que vous n'avez pas de conseils à donner au gouvernement? Parce que le secrétariat de la riposte, vous nous le dites depuis le début, c'est le conseiller du gouvernement en matière de Covid. Est-ce que, vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas à imposer que les personnes testées ne puissent pas entrer au Congo, même s'il faut passer par les tests antigéniques, les tests rapides, tant qu'on n'a pas la certitude qu'ils sont négatifs? Bon, écoutez, nous, en tant que secrétariat technique, on n'impose pas. Le gouvernement est vraiment souverain, le gouvernement au-dessus de tout. Moi, je ne peux pas l'imposer ceci à un ministre de Transport ou bien un ministre de l'Intérieur, mais on donne des suggestions. Vous pouvez leur proposer. On propose. Cette proposition est faite. Mais on propose, et souvent c'est fait. Mais bien sûr, le ministère doit tenir compte de l'impact politique, l'impact économique, l'impact social, etc. Avant donc de mettre en pratique les mesures qui ont été proposées. Je pense que nous faisons tout notre possible pour que la riposte soit effective et qu'il y ait la participation et du gouvernement et du secrétariat technique et de tous les partenaires, de tous nos partenaires qui sont là. Tout à l'heure, j'ai parlé du DCTECO. Ils ont annoncé vendredi 2 morts. Ils ont annoncé samedi 2 morts. Et dimanche, 0 mort. Or, aux seules cliniques universitaires, pour ces 2 journées, il y a eu 2 morts et 2 morts. Clinique universitaire étant CTECO. Qu'est-ce qui explique cette différence? Et
de ce que des différents reportages, des différents témoignages recueillis, est-ce que vous pensez que les chiffres des bulletins sont fiables quand on sait que tous les centres privés, on peut citer CMK, on peut citer SOS, on peut citer AG Hospital, on peut en citer de nombreux, ne déclarent pas le nombre de décès, le nombre de malades même, parce qu'il n'y a pas que l'INRB qui teste, il y a Diamant, il y a d'autres centres. Est-ce qu'on peut penser que les chiffres diffusés par la riposte sont exacts? Bon, disons que d'une façon transparente, claire, nous pouvons dire que les chiffres ne sont pas nécessairement exacts. On peut avoir des sous-estimations. Et cela est dû surtout à des difficultés pour récolter les statistiques. Vous voyez, officiellement, il y a des CTECO qui sont là, qui donnent les résultats, je crois journalières, etc. Et il y a également les centres privés. Le secrétariat technique avait autorisé certains centres privés de traiter les malades Covid. Mais ces centres privés, ces hôpitaux privés, sont dans l'obligation également de faire les statistiques des décès et des guéris. Mais s'ils n'envoient pas ça, ces statistiques, qu'est-ce que le secrétariat technique a à se reprocher? Donc il y a un problème de transmission des statistiques, des chiffres. Parce que par exemple maintenant, nous avons dit que chaque zone de santé peut faire les tests. Donc tous ces dispensaires qui sont dans les centres de santé peuvent faire les tests. Mais s'ils ne transmettent pas les chiffres, le nombre de cas qu'ils ont testés, les positifs, les négatifs. Ils font les tests, ils font les prélèvements ou ils font l'analyse aussi? Il faut l'analyse. Il faut aussi l'analyse. Toutes les analyses ne sont pas obligatoirement faites. Maintenant, à partir du mois de mai ici, le mois de mai passé, nous avons donc reçu des tests antigéniques gratuits de la Banque mondiale. Combien? C'était dans les 300 000 tests. Et donc, c'est 300 000 tests. Donc, on a réparti dans les zones de santé, dans les provinces, etc. Donc, c'est aux provinces maintenant de remonter les chiffres. Et est-ce que ces provinces remontent les chiffres? Est-ce que ces centres de santé remontent les chiffres? Est-ce que ces zones C'est difficile, je vous dis. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et ce qui fait qu'à un moment donné, nous serons, on serait vraiment dans l'impossibilité de donner des chiffres exacts, le nombre exact des cas positifs qu'il y a. Et donc, il y a un programme que l'OMS va appuyer maintenant, l'Organisation mondiale de la santé va appuyer, pour pouvoir mener des enquêtes de façon active. Aller voir dans tel centre de santé combien de cas qu'ils ont eu, etc. Donc, c'est un grand exercice qu'on doit faire. C'est pour cela aussi qu'il faut motiver les gens pour pouvoir les payer. Pour pouvoir donc les inciter à travailler, à remonter, à envoyer les statistiques. Oui. Récemment à Paris, lors d'un sommet sur le financement du développement sur le continent, il a beaucoup été question de vaccins. Vous étiez un des premiers à parler de vaccins, cela vous avait valu une volée de bois vert des Congolais. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte que c'est utile. Sur tous les vaccins donnés en République démocratique du Congo, la moitié a été donnée aux étrangers. Oui. Comment vous réagissez face à cela?
Non, écoutez, le problème de Congolais, c'est quoi? C'est que il y a un problème qui se pose. Alors, on n'essaie pas de résoudre ce problème-là. On continue à considérer cela comme quelque chose qui handicape le processus normal. Vous voyez? Bon, nous avons reçu 1 700 000 doses de AstraZeneca. On a renvoyé plus de la moitié. Non, mais d'abord, pourquoi? Parce que, bon, il y a eu un peu n'est-ce pas, de soupçons là pour dire que il y a une association entre la vaccination et l'apparition, n'est-ce pas, de thromboses. Mais en Europe, on a vite décanté ces problèmes-là. Et nous, on attendait que l'OMS, que l'Agence européenne des médicaments puisse trancher. Et l'agence a tranché. Mais nous, au lieu de commencer immédiatement la vaccination, on a encore attendu. On a encore eu des hésitations. Parce qu'un pays comme Danemark a dit qu'il suspend, etc. Bon, donc, et nous, ici au Congo, le ministre de la Santé a demandé à la faculté de médecine de voir si le vaccin que nous avons reçu est conforme au vaccin AstraZeneca tel que c'est fabriqué. Et le rapport de la faculté de médecine est clair. Que le vaccin est bon. Et maintenant, pour donner ce vaccin, ça a pris du temps. Et la date de péremption était proche. Et très proche. Oui, mais c'est une honte. Le 24 juin. C'est une honte pour la RDC de prendre maintenant plus de la moitié de ce vaccin qu'il a reçu et de le remettre aux donateurs. Pour moi, c'était la plus grosse injure qu'on puisse faire. Aujourd'hui, et ce vaccin est parti. Maintenant, il nous reste, je crois, 300 000 doses de vaccins. Même pour les 3 000 doses de vaccins, on continue encore à dire « Ah, ce vaccin est mauvais, ah, ce vaccin fait ceci, ce vaccin fait des thromboses. » Mais ce problème de thrombose est déjà passé. Il ne faut plus revenir sur ça. Et nous, personnellement, moi, j'ai pris les risques. C'est un risque énorme que j'ai eu en développant n'est-ce pas, la Covid. Alors que si je m'étais vacciné, ça m'aurait protégé. J'aurais pu mourir comme ça bêtement, parce que il y a toujours des bruits sur les vaccins. Beaucoup de bruit sur le vaccin, beaucoup de bruit sur la maladie encore. Oui, beaucoup de bruit. Pourquoi on n'y croit pas? Qu'est-ce qu'il faut Christian, est-ce que vous... Non, parce que là, c'est important. Oui. Vous êtes la riposte, vous êtes le volet technique, mais un volet communication notamment. Est-ce que vous pensez que le nécessaire a été fait pour mobiliser les Congolais afin qu'ils comprennent que cette maladie existe vraiment? Le gouvernement, au niveau du gouvernement, on a récemment, avec le précédent ministre de la Santé, fait une émission bilan. Il est clair que de ce côté-là, rien n'a... Alors, rien, non, peu, oui, pas beaucoup, certainement. Est-ce que ce n'est pas du fait principalement de l'État? Non, mais moi, pour moi, c'est... Vous savez, dès la première réunion que nous avions eue avec le président de la République, moi, en tout cas, je n'avais pas hésité de dire au président que la victoire ou la lutte que nous menons contre la Covid dépend beaucoup du niveau de discipline de la population congolaise. Sans la discipline, il sera impossible. Et donc, nous, on a donné, dès le départ, on a tout fait pour expliquer l'existence de la maladie, la menace de la maladie, etc. Mais moi, par exemple, vous n'allez pas venir me dire que la maladie n'existe pas. Je vais carrément, si vous venez comme ça, moi, je vous dirai, voilà, je suis trop pris, je ne saurais pas parler avec vous. Parce que j'ai déjà perdu deux de mes meilleurs collaborateurs
Hein, les professeurs, les Pira, les professeurs Jean-Marie et Patrick. Hein, et également, j'ai perdu un administrateur, mon administrateur. Bon, en plus de ça, moi-même, j'ai fait la maladie. Ne venez pas me dire que la maladie n'existe pas. Bon, vous êtes libre de le dire, mais en tout cas, ne venez pas chez moi pour me dire ça. Qu'est-ce qui doit être fait pour que les gens prennent conscience? Il faut qu'on attende qu'il y ait plus de morts. Qu'est-ce qui doit être fait? Vous êtes mais le professeur quand vous Mouillé. Ebola, c'est vous. Plusieurs campagnes, les contacts avec les communautés qui ne croyaient en rien. Aujourd'hui, je sais pas. Professeur. Oui, bon. On va où? Mais oui, d'accord. Mais vous voyez, c'est ça le problème. C'est que on croit plus facilement à une vidéo faite par, je crois, les plus grands ignorants, hein, parce qu'il est en Europe, il commence à vous débiter n'importe quoi, et le Congolais croit. Mais quand le professeur Kayembe parle, quand le professeur Steve Aoka parle, quand moi je parle, hein, on met des doutes. Parce qu'on pense que quand je parle, je cherche l'argent. Quand Kayembe parle, il cherche l'argent. Mais je vous dis que moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous voulons simplement que la population comprenne que la maladie est là, le risque est très grand et on nous donne l'opportunité de nous faire vacciner. Allons-y, saisissons cette vaccination, faisons vacciner nos frères, nos sœurs, hein, et tous ceux qui sont autour de nous. Hein. C'est la seule façon, le seul moyen pour nous en sortir de ces bourbiers dans lesquels nous nous trouvons. Et je vous dis, si aujourd'hui vous ne saisissez pas cette occasion, demain, ce ne sera plus la Gombe qui va pleurer, mais ce sont les quartiers périphériques, hein, où il y aura des pleurs, hein, et des grincements de dents. Et il est grand temps que nous prenions conscience, hein, de cette troisième phase pour que tout le monde cherche le vaccin et se fasse vacciner. Professeur Jean-Jacques Mouillé-Mbetampou, merci beaucoup de nous avoir accordé de vos précieux temps. Vous reprenez le travail quand? Non, je crois que vous voyez que je suis même essoufflé ici. Hein? Nous sommes. Hein? Nous sommes. Non, je pense qu'il faut que je me repose. Et je vais travailler à partir de la maison et par Zoom. Bon, mais j'ai eu un programme vraiment perturbé parce que j'avais eu beaucoup de rendez-vous avec la London School. Je devais faire un discours là pour le départ du professeur Piot. Et puis j'avais aussi un rendez-vous avec la Fondation Mérieux. Bon, ça aussi c'est raté. Et puis également une autre réunion par Zoom avec un journaliste américain. Maintenant, nous devons refaire les programmes pour les jours à venir. Mais le plus important pour nous, c'est de dire que le Congolais qui sera malade de Covid peut être soigné correctement ici en RDC, hein, dans les hôpitaux, dans les centres de traitement que nous avons, d'abord officiels, tels que mon collègue, les cliniques universitaires, le centre Vijana, etc. Et également les centres privés, comme les AJ, les cinquantenaires, et comment on l'appelle encore là, le centre médical de Kinshasa et l'hôpital Diamant. Je pense qu'il nous faut créer ce climat de confiance parce que
quand on regarde de plus près, la mortalité hospitalière chez nous est inférieure à la mortalité hospitalière observée dans les pays pour lesquels on peut faire les transferts. Voilà. Comment guérir de la Covid ? Faut-il privilégier le vaccin ou les médicaments ? Édition spéciale ce mercredi 23 juin, 19h30, avec le professeur Jean-Marie Kayembe. Le patron de la prise en charge des malades Covid revient sur la maladie, sur la riposte, sur les mesures gouvernementales prises pour contrer l'épidémie. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Édition spéciale ce mercredi 23 juin, 19h30.